la présentation, ça serait pas mal. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup. Comment vous expliquer ça? On a parlé beaucoup de la carrosserie. On a parlé beaucoup de la Ferrari que vous êtes en train de construire pour envoyer votre business sur orbite. Est-ce que la technique peut passer le 4B, s'il vous plaît? On a mis en place l'automatisation, la pub Facebook. Tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des aspects techniques, en fait. Moi, j'ai envie de vous parler du moteur de tout ça. Et le moteur de tout ça, c'est vous. Parce que finalement, un entrepreneur, c'est la locomotive du train qu'il construit. C'est l'énergie qu'il y a au fond. Donc, on va parler de votre super pouvoir et de votre histoire. Et là, on parle de super pouvoir depuis maintenant quelques heures, et je suis sûre que chacun d'entre vous, quand on dit vous avez un super pouvoir, la première réaction que vous avez, c'est ouais. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez cette réaction-là, pourquoi elle est tout à fait raisonnée, pourquoi elle est normale, pourquoi elle fait partie du chemin. Mais je vais vous expliquer d'autres choses aussi. Par exemple, quand vous lancez votre business, vous écoutez Antoine, David, Steve, c'est génial, j'ai tous les outils, je mets tout en place, ça va carburer, j'appuie sur le bouton. Et là, rien. Ça bloque. Le banquier avec qui vous étiez super content, super sympa, qui vous connaît depuis 15 ans, vous dit « Ah, on ne peut pas vous prêter d'argent. Oui, vous êtes super, mais on ne peut plus. » Voilà. Le site internet qui marchait super bien, bug. Les congés tombent au mauvais moment. La voiture tombe en panne. Tout se ligue contre vous. Et là, vous avez juste une seule réaction, c'est « Mais pourquoi? Pourquoi? Ça marchait, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Les plus mystiques d'entre vous vont dire « C'est un signe. J'aurais jamais dû me lancer là-dedans. » Et bien, je vais vous expliquer pourquoi ces événements extraordinaires et totalement imprévisibles sont absolument normaux. Ils font intrinsèquement partie de votre chemin. Et ils ont un message à vous délivrer. Un message très clair. Qui n'est pas « abandonne, c'est pas fait pour ça », mais qui est tout simplement que vous êtes en train de commencer le chemin de la découverte de votre super pouvoir de super-héros. Et là, vous vous dites, comment elle peut se permettre de dire un truc pareil? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais vous raconter les résumés de travaux de personnes telles que Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, un peu de physique quantique, ce qu'a fait Hollywood et ce que fait la Silicon Valley pour vous prouver que ce que je vous dis là est absolument vrai, complètement normal, et que ça fait partie de votre chemin. Avant ça, je vais vous dire quelques mots sur moi si vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Emmanuelle Soulard. En l'occurrence, j'aurais jamais dû être ici. Moi, mon destin, quand vous m'avez posé la question à 20 ans, c'était d'être fonctionnaire. Je voulais être chercheur en thérapie génique. J'ai une thèse de thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle. On est très loin de l'infopreneuriat, on est très loin de l'écriture de romans. C'est passionnant aussi, mais c'est très différent. J'ai également un MBA en intelligence économique que j'ai fait parce que je n'arrivais pas à trouver du travail en thérapie génique. Du moins, pas là où je voulais, pas avec l'homme de ma vie. Et j'ai passé des années à errer de petit job en petit job. J'ai mis tous mes diplômes à la poubelle. J'avais mon CV, j'avais raturé le doctorat. Je le cachais parce que je n'arrivais pas à trouver de travail. J'ai fait manutentionnaire dans la grande distribution. J'ai fait du télétravail. Je suis parmi ces personnes qui vous passent des coups de fil pour changer votre forfait de téléphone alors que vous n'en avez vraiment pas envie, que vous êtes en train de faire bouillir la soupe et que les enfants sont en train de vous réclamer votre attention. Oui, j'ai été ces personnes-là. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait pas le premier. J'ai fait des jobs incroyables. Et j'étais pas heureuse, j'étais pas à ma place. Et j'étais frustrée. Je me dis, autant d'études pour ça, mais pourquoi? Et en fait, il s'est arrivé qu'un jour, j'ai fini par avoir un salariat très bien, mais dans lequel je ne pouvais pas progresser, qui était rémunéré à 1 284 € net par mois. Vous voyez, je suis transparente. Quand on a un bac plus 18, c'est sympathique, mais c'est un peu light. Et un jour, j'ai entendu une vidéo de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est juste là, Laurent Chenou. Et dans cette vidéo, entre autres, parce qu'il fait des webinaires très longs, Laurent, il y avait une phrase qui m'a frappée. Nous avons tous en nous une particule de lumière. Nous avons tous en nous une graine de divinité. Et il n'appartient qu'à nous de la développer.
J'avoue que sur le coup, moi personnellement, quand je me regarde dans la glace, je me sens pas très divine, ni très lumineuse. Sincèrement. Mais j'ai dit, pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Après tout, je me bats depuis des années et je n'arrive pas, je n'avance pas. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'intéressait vraiment. On vous dit à 18 ans, quand vous allez chercher une orientation, qu'est-ce que tu aimes faire? Mais j'en sais rien moi, qu'est-ce que tu poses comme question? Voilà, qu'est-ce que j'aimais faire? Et je lui ai ouvert un tiroir de mon bureau. Et au fond de ce tiroir, il y avait 4 manuscrits que j'avais écrits à 15 ans, avec des photos de Tom Cruise dessus. Il avait 20 ans à l'époque, alors... Et ces manuscrits, en fait, je les avais abandonnés. Pourquoi? Parce que mes parents m'avaient dit, avec beaucoup d'amour, c'est bien ma fille, c'est très bien ce que tu écris, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Alors, s'il te plaît, travaille fort à l'école, fais des études, tu auras un poste à responsabilité, tu gagneras très bien ta vie, tu auras ta maison, tu auras ton mari, tu auras tes enfants, tu auras tes chats, tu seras contente, et la vie, ça sera le bonheur. J'ai travaillé fort à l'école, je les ai écoutés. J'ai eu mes diplômes, j'ai jamais eu les postes attendus. Donc, une particule de lumière. Je peux vous assurer que je n'ai pas repris mes manuscrits en me disant je suis en train de travailler ma particule de lumière. Hein. J'ai juste dit j'aime écrire, je vais écrire. Rajoutons un peu dans cette vie quelque chose que j'aime, enfin. Et arrêtons de bosser 40, 50, 60 heures par semaine sur un boulot qui ne me parle pas. Et sur lequel on m'a clairement informé que de toute façon je ne progresserai jamais. Et donc je m'occupe de l'écriture de romans et j'écris 4 romans en 3 ans. Et en fait, je suis tombée amoureuse du pouvoir des histoires. Mais j'y suis tombée amoureuse de ma façon à moi, avec mon chemin de vie. C'est-à-dire que j'avais un doctorat, donc je pouvais aller chercher des publications scientifiques, de scientifiques qui recherchent comment fonctionnent les histoires dans l'esprit. Je pouvais lire des bouquins de psychologie cognitive, comment fonctionne le mode de fonctionnement de l'esprit, comment le cerveau trie les informations pour les organiser, comment il les organise pour impacter sa mémoire, pourquoi les émotions nous parlent-elles tant. Voilà les questions que je me posais, voilà les questions auxquelles je suis allée chercher des réponses. Et c'est à ce moment-là que mon éditeur m'a dit « C'est bien d'avoir écrit des romans, mais il faut les vendre. » Moi j'ai dit « J'aime bien écrire des romans, mais j'aime pas vendre. » Alors il m'a répondu « Tu apprendras. » Alors j'ai appris, entre autres avec Laurent évidemment. Mais surtout je me suis rendu compte que ce que fait le marketing en ligne, cette connexion que je cherchais à créer absolument avec mes romans, c'est exactement ce que font les marketeurs. Donc j'ai fait du marketing du livre et j'ai fait du marketing tout court, puisque je savais, moi, comment créer une connexion émotionnelle, comment engager les gens, comment les amener à passer à l'action, puisque mon but c'était d'écrire un livre accrocheur, c'était d'écrire un livre qu'on ne peut pas lâcher, dont on veut tourner toutes les pages jusqu'à la fin, et quand on l'a terminé, on veut encore ressentir la même chose. Et c'est ça que procure également le marketing. Et c'est comme ça que j'ai pu créer mon entreprise et puis commencer à avoir un chiffre d'affaires, tout en écrivant mes livres, tout en m'occupant de ma famille. Je suis comme vous, j'ai un super pouvoir. Mon super pouvoir, c'est la capacité de créer de la connexion émotionnelle à distance. On est dans un monde où on nous dit le marché a changé. Ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est les intervenants précédents. Le marché a changé, on n'arrive plus à vendre de la formation en ligne. Si vous voulez faire de la publicité sur Facebook, ben, il faut payer au moins 6, 8 euros du contact, il y a trop de compétition, il y a trop de monde. Moi, sur Facebook, mes contacts, je les paye 74 centimes. Et ils sont très qualifiés. Comment je fais ça? Et pas avec un closer, désolé Steve, et pas avec du high ticket. Moi, mes taux d'inscription sont exceptionnels, mes conversions également. Et en termes de taux d'ouverture et taux de clic des emails, on m'a toujours dit que la moyenne nationale était de 18% d'ouverture et 5% de clic. J'ai 100% d'ouverture et entre 60 et 90% de clic, et je n'utilise pas Messenger comme le fait David pour avoir ces 80% d'ouverture. Je le fais uniquement avec les emails de base. Alors ça, c'est des chiffres, c'est un pourcentage. Oui, c'est vrai, si vous avez 5 clients engagés, vous pouvez avoir ça sur 2 mails. J'ai ça sur 300 clients, sur une séquence de 93 mails, qui court sur plus de 500 jours. Statistiquement, on commence à avoir des données qui sembleraient dire qu'il y a effectivement quelque chose. Personnellement, de temps en temps, je me connecte sur mon autorépondeur rien que pour regarder les taux, parce que je n'arrive pas à y croire. Je fais ce métier depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et je n'avais jamais vu ça.
On parle de rétention client. Quand vous faites une formation en ligne et quand vous faites un produit en ligne, les gens sont très volatiles à l'heure actuelle. On sait qu'une personne va vous payer peut-être un abonnement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis elle va passer à autre chose. En termes de rétention client, moi, je suis à plus de 95% des gens qui rentrent et elle est évidemment sur 500 jours. Je ne peux pas vous donner plus que ça parce que je n'ai pas fini de délivrer cette formation qui s'appelle Écrire un livre accrocheur. Donc si ça se trouve, je vais la délivrer en 600 ou 700 jours et les gens seront toujours là. Mais en fait, le cœur de tout ça, c'est pas un super pouvoir, c'est pas de la technique. C'est que ma volonté fondamentale est d'aider les gens à comprendre leur chemin de vie. Et c'est pour ça que les gens me suivent, c'est pour ça que les gens sont avec moi. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Et on va parler de vous. Oui, parce que quand vous commencez à vous poser la question de votre super pouvoir, la première chose qui va vous faire réagir, c'est non, je ne suis pas un super-héros, moi, je suis juste moi en fait. Ça, c'est absolument normal. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle votre ego, votre cerveau reptilien. Il est là pour vous protéger de toutes les modifications et transformations que vous allez mettre dans votre vie. Ce cerveau reptilien, c'est celui qui nous maintient en vie depuis plus de 4 millions d'années. En comparaison, notre cortex, la partie la plus évoluée de notre cerveau, celle qui nous fait faire des maths et du marketing en ligne, elle est apparue il y a à peu près 25 000 ans. Donc vous pouvez développer n'importe quel argumentaire devant une personne, en lui disant « Regarde, le produit, il est super, il va t'amener ça, il y a des chiffres, tu vas voir, tu vas perdre 5 kilos en 15 mois, c'est génial. » Si vous ne vous occupez pas du cerveau reptilien, vous aurez de toute façon un gros blocage. Donc la première réaction qu'on a par rapport à ça en général, c'est que c'est pas moi. Et je vais vous parler de ce grand homme qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell était un universitaire américain. Il est connu à l'heure actuelle comme le père du monomythe, c'est-à-dire le créateur d'une histoire, d'une structure d'histoire qui fonctionne de façon universelle. Cette structure d'histoire a été récupérée par Hollywood. Elle est à l'heure actuelle surexploitée. Et si je vous disais que c'est exactement la même structure qui a été utilisée pour Star Wars épisode 4, Le Réveil de la Force, Harry Potter, mais également Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable, vice-versa, Cars, Toy Story, Pixar, ils adorent le chemin du héros. Donc, c'est toujours la même histoire, sous des formats différents. Son livre s'appelle « Le héros aux 1001 visages ». Il aurait pu écrire « L'histoire aux 1001 visages ». Mais Joseph Campbell ne se définissait pas comme un créateur d'histoire. Joseph Campbell cherchait la vérité. Et il nous disait, les vieux maîtres savaient ce qu'ils disaient. Il a fait une étude comparative des mythologies, des mythes et légendes qu'il a pu trouver dans le monde entier. À l'époque, la communication était beaucoup moins importante, on est dans les années 50. Donc il y avait encore des peuplades qui n'étaient pas en connexion les unes avec les autres via leur téléphone. C'était très bien pour que les histoires restent natives. Et il en a tiré une synthèse. Cette synthèse, c'est le chemin du héros. C'est en fait tout simplement le descriptif du rite initiatique. Et lorsqu'on dit rite initiatique, vous pensez fatalement à un petit garçon, mâle de préférence évidemment, qui va partir avec une lance pour aller tuer un lion, et quand il reviendra, il sera devenu un homme. Et c'est tout à fait légitime. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des rites initiatiques culturellement depuis des milliers d'années. Mais la différence, c'est que maintenant, notre vie a drastiquement augmenté. Là où l'enfance représentait à peu près 50% de la vie au Moyen-Âge, parce que les gens mouraient à 40 ans, maintenant, ça ne représente plus que 10 à 20% de notre vie totale. Et des rites initiatiques, vous n'allez pas en subir que pour passer à l'âge adulte. Vous allez en vivre tout au long de votre vie. Devenir entrepreneur est un rite initiatique. Si vous commencez à comprendre le principe du rite initiatique, vous comprenez votre histoire, vous comprenez vos émotions, vous comprenez ce qui se passe, même si ça a l'air de coïncidence extraordinaire. Et on pourrait s'étaler dessus, de dire, est-ce que c'est moi qui les provoque inconsciemment? Est-ce que c'est un message de l'univers? Je ne suis pas en position pour vous expliquer ça. Moi, je suis là juste pour vous apporter le savoir qui va prouver ce que je suis en train de dire. Hollywood, ils font des milliards avec cette histoire, tout simplement parce qu'elle est universelle. Tout simplement parce qu'elle parle à tout le monde. Elle parle aux hindous, quelle que soit la culture, la couleur de peau, la race, la position sur la planète, l'âge. Elle parle à tout le monde parce qu'elles sont universelles. Donc n'oubliez pas que vous allez vivre plusieurs rites initiatiques dans votre vie. Alors,
on va rentrer un petit peu là-dedans pour que vous puissiez comprendre déjà les petites informations qui peuvent vous apporter une compréhension de ce que vous vivez lorsque vous lancez votre business. Au commencement, le futur héros est inconfortable. On ne devient pas un héros quand on est très très bien dans ses charentaises, qu'on regarde la télé toute la journée et qu'on n'a surtout pas envie que rien change. Le héros est toujours inconfortable. C'est Baudelaire qui l'a le mieux décrit. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. L'albatros. Ouais, l'albatros, il marche, il est pato. Il a quelque chose qui se gêne dans le dos, mais il ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qu'il sait, c'est qu'il regarde le ciel, tous les jours, en se disant qu'est-ce que ça serait bien pour lui. Mais il ne sait pas qu'il a des ailes. Même, pire que ça, quand un mentor débarque et lui dit « Tu es fait pour maîtriser la force, Luke Skywalker », quelle est la réaction de Luke? « Mais t'es fou, Ben, j'ai la moisson à rentrer. Je peux pas. J'ai une vie, j'ai des obligations, je suis engagé déjà dans quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas tout lâcher, c'est pas possible, c'est pas moi. » Même pire, quand on lui annonce, il le réfute. C'est très probablement la réaction que vous avez eue en début de journée quand Laurent vous a dit que vous aviez un super pouvoir. Inconsciemment, non, c'est pas moi. Quand Hagrid vient voir Harry Potter en lui disant « Tu sais quoi, Harry, t'es un sorcier ?» Non, non, je suis juste Harry. Ce juste Harry est d'une justesse incroyable, sans mauvais jeu de mots. C'est la réaction qu'on a tous spontanément. Pourquoi? Parce que notre ego est là pour nous protéger. Parce que nous avons construit une image de nous-mêmes que nous sommes obligés de casser lorsque nous allons chercher notre super pouvoir. Et non seulement nous sommes obligés de la casser par rapport à notre état d'esprit, mais nous sommes obligés de la casser par rapport à notre environnement. Les gens qui nous aiment le plus, les gens qui nous connaissent depuis des années. Ben non, mais tu vas jamais te lancer dans l'entrepreneuriat, toi, ça va pas ou quoi? Déjà, t'avais peur rien que d'aller faire une transaction et d'acheter des bonbons à la boulangerie, c'est pas ton truc, la vente. C'est du vécu? Voilà. Vous vous reconnaissez là-dedans ou pas? Voilà, ça vous parle. En général, le héros est inconfortable, je l'ai dit au départ. Quand il a ce type d'appel, on appelle ça l'appel de l'aventure, et quand il refuse l'appel de façon complètement instinctive et spontanée, en général, dans la suite, j'ai écrit une remontrance et je vais utiliser un terme un peu plus cru, il prend un remontage de bretelles. Un remontage de bretelles qui peut être très violent. Dans le cas de Luke Skywalker, il se retrouve avec l'Empire qui a flingué sa famille adoptive quand même. C'est pas rien. Vous avez le droit de refuser votre destin de super-héros. Mais si vous êtes inconfortable avec la situation dans laquelle vous vivez et que vous vous résignez à cette situation-là, de toute façon, vous allez avoir des remords. De toute façon, vous allez mal le vivre. Et de toute façon, il y a des choses qui vont se provoquer, qui vont se déclencher et qui vont vous remettre le plat sous le nez. Systématiquement. Quels que soient vos efforts pour le fuir. Et peut-être que finalement, vous allez décider de vous lancer. Et quand on se lance dans l'aventure, on ne se lance pas en y allant en reculant. On se lance de tout notre cœur et de toute notre âme. Pourquoi? Parce que ça nous prend au tripes. Parce qu'on le sait depuis toujours que c'est notre chemin. Parce qu'on le sait que c'est là la chose qu'on veut développer. On le sait. Mais on se les cache. Et on a cherché de mauvaises excuses pour ne pas y aller. On se lance dans l'aventure avec un peu de folie parce qu'on a peur. Mais on y va. Et à ce moment-là, on a l'impression que rien ne pourra nous arrêter. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'acte 2. La structure en 3 actes non plus, elle n'est pas très récente. C'est Aristote qui l'a décrit il y a 3000 ans quand même. Elle est toujours fonctionnelle. Et en général, on se prend ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça, c'est ce que Jung appelle un archétype. Et je trouve que les archétypes de Jung sont d'une jouissance incroyable à étudier. Le gardien du seuil est un archétype. Dans votre chemin du héros, en général, vous allez croiser une douzaine d'archétypes. Vous en avez déjà croisé un, c'est notre hôte aujourd'hui. C'est l'archétype du mentor. Celui qui vous amène l'information, celui qui a déjà fait le chemin, celui qui sait, et qui va vous aider, qui va vous donner les armes pour aller faire votre chemin du héros. Jung a fait un travail descriptif sur les archétypes absolument exceptionnel. Il avait comme mentor Freud, mais là où Freud avait une approche très chakra de base de la psychologie, très axée sur la sexualité, ce qui n'était pas un non-sens en soi, personne n'a la vérité absolue, hein, chacun a sa propre vérité. Jung avait une approche beaucoup plus coronale. Il avait une approche qui est beaucoup plus sur le fait qu'on est tous liés, quelque part, d'une certaine façon. Et la physique quantique lui a rendu raison.
Le paradoxe OPR prouve que des particules peuvent être intriquées, que deux particules distantes de milliers de kilomètres peuvent s'influencer l'une l'autre de façon totalement instantanée, sans qu'il y ait aucun lien physique entre les deux. Jung estimait que les archétypes sont des images, des concepts que nous partageons tous de façon universelle. Physiologiquement, ça s'explique par le fait que votre cerveau, pour prendre une information, a besoin de lui coller dessus une étiquette. Et cette étiquette, elle a un nom et elle a une émotion. L'archétype du gardien du seuil a été particulièrement bien décrit par les Égyptiens il y a 40 000 ans. Ils en ont laissé une trace titanesque, le sphinx, un corps de lion et un visage de femme. Alors, permettez-moi de faire une petite incartade féminine. À l'époque, en Égypte, le lion était le prédateur ultime. Pas le crocodile qui était finalement lié au Nil. Il suffisait de sortir du Nil et de courir un petit peu pour que le crocodile reste sur place. Le lion, non. Il était plus grand, il était plus fort, il était impitoyable. Tous les Égyptiens étaient faibles face au lion. Le lion était le prédateur absolu. Et ils auraient pu estimer que le gardien du seuil, c'est juste un lion, mais ils lui ont donné un visage de femme. Ah, pourquoi? Peut-être lui fallait-il un peu plus d'esprit. Je vais me faire huer par tous les autres de la salle. Ils lui ont donné un visage de femme parce que l'archétype du gardien du seuil, sa puissance ne réside pas dans sa puissance. Le gardien du seuil, c'est tous ces obstacles qui vont vous empêcher de commencer votre aventure. C'est tous ces trucs qui marchaient bien avant et qui ne marchent plus. C'est toutes ces pannes qui n'étaient pas là et qui sont là. Le gardien du seuil va vous challenger intellectuellement. Il va vous poser une question. La question du gardien du seuil, elle s'adresse à votre esprit. Est-ce que toi, en tant que héros, tu es assez malin pour passer les obstacles qui vont être face à toi? Et en tant qu'héros débutant, on n'a pas notre super pouvoir. On ne sait même pas ce que c'est. On sait juste qu'il y a un destin, il y a des choses à faire, qu'on a envie, et on avance. Et on est faible. Et c'est ça que nous réclame le gardien du seuil. Il nous réclame d'être malin. Quand on a un blocage, quand on lance son activité, qu'est-ce qu'on fait comme réaction? Ouais, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça marchait, ça marche plus, on a de la colère, on a de la frustration, et ensuite on a de la dépression. J'aurais jamais dû me lancer là-dedans, c'est pas pour moi. Mais si, mais je t'avais dit que j'arriverais pas à gérer le site internet, tu vois, je l'avais dit. On s'auto-sabote. L'archétype du gardien du seuil est là pour vous poser une seule question. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire, et est-ce que tu seras assez malin pour le faire? Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que les héros, lorsqu'ils sont confrontés au gardien du seuil, ont une seule façon de réagir. Ils doivent se déguiser. Et la plus belle illustration qu'on a vue de ça, qui a été créée il y a quelques années de ça, et qui perdure, et qui est même devenue extrêmement célèbre, c'est la Silicon Valley qui en a parlé. La Silicon Valley transforme des gens en entrepreneurs, avec la volonté d'en faire les directeurs des prochaines GAFA, les licornes, les Facebook, les Google, les Amazon, ces boîtes qui gagnent des milliards. Comment on transforme une personne lambda en un directeur de ce niveau-là? On lui donne une seule information. Fake it till you make it. Ça veut dire simplement fais semblant jusqu'à ce que tu sois capable de le faire vraiment. Le héros face au gardien du seuil, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en possession de son super pouvoir, il va se déguiser. Il va jouer de ruse, il va être malin. Il va faire semblant d'être plus intelligent qu'il n'est. Et c'est comme ça qu'il passe le gardien du seuil, parce qu'il ne peut pas le passer par la force. Soyez malin quand vous attaquez votre business. Déguisez-vous. Faites comme si vous étiez parfait. Faites comme si vous étiez le meilleur expert de ça. Personne ne vous le reprochera. Tous les héros font ça depuis des millénaires. C'est ça la clé. Et je voudrais terminer en fait cette présentation sur une citation de Nelson Mandela, que je trouve d'une justesse incroyable. Nelson Mandela, il a dit beaucoup de choses intéressantes, mais il a dit qu'en particulier, ce qui nous effraie le plus, ce ne sont pas les ténèbres extérieures, mais ce qui nous effraie le plus, c'est notre lumière intérieure. Acceptez que vous ayez un super pouvoir, allez le chercher, vous n'allez pas le trouver dans la minute, je vous rassure, ça peut prendre des années. Par contre, fake it, vous ne laissez pas influencer par le gardien du seuil, et avancez.
Jouez à devenir votre super pouvoir. Et connectez-vous à votre émotionnel, celui qui vous pousse, celui qui vous fait courir vers l'aventure au galop, avec cette joie dans le ventre, en se disant « Oui, je suis sur le bon chemin ». Et c'est comme ça que vous pourrez apporter au monde ce que vous avez à lui offrir de plus beau, vous-même. Merci beaucoup Emmanuelle. Très inspirant. Donc, chacun d'entre vous, j'espère que vous l'avez compris, a vraiment son héros en lui, même si il n'est pas encore tout à fait révélé. On va prendre quelques questions pour Emmanuelle, après je vous parlerai de logistique, on va aller manger, je parlerai de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions donc, pour Emmanuelle? Oui. Donc question sur les archétypes. Question sur les archétypes. Alors, le voyage du héros, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il est décrit de façon succincte en 12 étapes. Et il est décrit également avec 12 archétypes. Personnellement, moi, je l'enseigne en 148 étapes. Parce que je trouve plus intéressant de rentrer vraiment dans toutes les émotions que nous fait vivre, en fait, cette transformation intérieure. Et elles sont très nombreuses. Je peux te les citer, tu vas connaître les plus courants. Les archétypes les plus courants, il y a le mentor, celui qui a déjà fait son chemin du héros et qui finalement vient pour te dire « Moi, je ne peux plus faire la guerre, je suis trop vieux, mais c'est à toi de la faire à ma place. Je vais te guider. » Le mentor, en général, donne des cadeaux. Cadeaux dont le héros devra se dépouiller. Parce que le héros, dans son chemin du héros, finira tout nu, à poil, attaquer quelque chose de bien plus fort que lui, et il gagnera quand même. La caractéristique fondamentale du héros, c'est sa détermination. Vous avez l'archétype du gardien du seuil, dont je viens de vous parler. Vous avez l'archétype du héros, H-E-R-A-U-L-T, le messager. C'est lui qui vient dire normalement, tu sais, tu es un sorcier, Harry. Vous avez l'archétype du métamorphe, archétype extraordinaire. Quand le héros passe le gardien du seuil, il arrive dans l'acte 2, c'est un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, il aura des alliés et il aura des ennemis. Il va entre autres faire connaissance avec l'archétype de l'ombre, son antagoniste, celui dont il devra triompher à la fin. Mais il peut être aussi confronté à un autre archétype, qui s'appelle le métamorphe, qui est soit un allié initial qui va le trahir, soit un ennemi initial qui va finalement se ranger à ses côtés. Il y a le voleur, qui est un archétype très spécifique, qui va effectivement jouer un rôle spécifique et clé et pivot à un certain moment. Et l'archétype le plus intéressant, je ne vais pas tous les faire parce qu'on pourrait partir très très loin sur chacun des archétypes, j'ai plusieurs heures de cours. C'est un archétype que Jung apprécie particulièrement, qui s'appelle l'archétype de l'ombre. En fait, Jung avait complètement compris le principe du Tao. Si vous regardez la symbolique du Tao, c'est une partie blanche et une partie noire ou rouge, ça dépend des cultures, avec à l'intérieur de chacune de ces parties son exact opposé. Et les deux tournent dans une uniformité complète. En fait, l'ombre, c'est exactement l'image en miroir du héros, celle qui lui est renvoyée par ses épreuves et celle dont il va devoir triompher pour progresser sur son propre chemin. Et Jung en a tiré les concepts d'anima et d'animus, qui est en fait pour chacun de nous notre part du sexe opposé que nous nions. Juste pour finir là-dessus, c'est très intéressant de s'intéresser à ça et je vous encourage à le faire. Parce que Jung a parfaitement décrit pourquoi il y a autant de divorces de nos jours. C'est tout simplement parce que dans une relation amoureuse, la première chose qu'on va faire, c'est projeter sur l'autre notre anima ou notre animus, chercher les identités, se dire « Ah ouais, il est parfait pour moi, regarde, on est parfait, on est pareil sur cette soi. » Voilà, ça c'est toujours le démarrage. Et au fur et à mesure que les phéromones de l'amour disparaissent de notre cerveau, en général ça prend 3 ans, et bien en fait, ce qui va ressortir, ce n'est plus cette similitude que l'on cherchait désespérément, mais c'est au contraire toutes les différences. Et qu'est-ce que font les gens dans ces cas-là en général? Ils divorcent. Parce que non, finalement, c'était pas la personne parfaite, je me suis trompée, il y a d'autres personnes, je vais chercher une autre personne, et on rencontre une autre personne, et oh ouais, il est parfait, regarde les similitudes. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a fait que projeter sur l'autre nos propres désirs. Alors que si on a cette conscience que ce qu'on cherche chez l'autre, c'est nous-mêmes, et si on est capable de s'accepter nous-mêmes et de nous aimer nous-mêmes, alors on peut accepter l'autre dans sa totale altérité, dans sa différence. On peut l'aimer pour qui il ou elle est réellement, et non pas pour le besoin que j'ai pu remplir. Voilà où mènent les histoires.